quinzaine de manifestants rassemblés à l'entrée de la préfecture ce matin à l'appel du STEG UTG. Objectif, faire plier l'administration pour permettre aux étudiants en situation irrégulière de passer leurs examens de fin d'année. Retour aux urnes le samedi 17 juin pour la Guyane. Dans le deuxième tour des élections législatives, 4 candidats sur la ligne de départ pour 2 postes de députés. Parmi les 15 éliminés, Michel Sabat et Céline Létard ont accepté de réagir au premier scrutin. Et puis nous verrons le baptême de l'air de quelques élèves de l'Institut médico-éducatif départemental. Ils ont survolé la Guyane à bord d'un petit avion de tourisme ce matin. 30 minutes de découverte à couper le souffle à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils s'apprêtent à entamer une période d'examen cruciaux, mais ces 4 élèves sans papier scolarisés au lycée professionnel de Balata vivent sous le coup d'une assignation à résidence et d'une menace d'expulsion. Une situation jugée injuste par le STEG UTG. Le syndicat a rassemblé quelques enseignants pour manifester aux portes de l'hôtel préfectoral ce matin et réclamer un geste de la part des autorités. Ayodele Germa. 9h du matin, aux grilles de la préfecture de région, à l'entrée où les ressortissants étrangers ont l'habitude d'attendre dans une file souvent interminable leur régularisation. C'est ici que la quinzaine de manifestants a souhaité exprimer son soutien aux 4 élèves haïtiens assignés à domicile, avec obligation de se présenter à la gendarmerie 2 fois par semaine. Je suis là aujourd'hui au soutien de mes collègues, puisqu'ils sont en une situation très difficile à passer cet examen. Je suis là pour le soutenir parce qu'on commence tous les mêmes épreuves demain. Et j'aimerais bien qu'il essaye aussi parce qu'il a fait les 3 ans, il a travaillé comme tout le monde. Étienne et Pascal font partie du petit cortège. Pour Étienne en particulier, cette manifestation est une démarche in extremis, car demain, il devra se présenter à ses premières épreuves du baccalauréat. Pourtant hier, une perquisition a été effectuée à son domicile par la gendarmerie. Ils m'étaient comme un délinquant. Par exemple, hier, ils sont venus chez moi, ils me cherchent partout, ils fouillent dans la moire de Matati, tout ça. En plus, ça me sert, je vais pas réviser pour aller passer mon bac. En milieu de matinée, une petite délégation est reçue par le chef de cabinet du préfet. À leur sortie, sur leur visage se lit un air de soulagement. Étienne pourra se rendre à ses épreuves de bac demain. Le directeur de cabinet nous a dit qu'elle laisserait les élèves tranquillement passer leur examen. Donc ils sont soulagés pour ça, qu'ils peuvent enfin travailler tranquillement, sereinement. Et par contre, ce qui est une autre avancée, c'est qu'ils vont étudier attentivement chacun des 4 dossiers afin de peut-être régulariser leur situation. Une affaire qui dure depuis février dernier. Les 4 jeunes haïtiens en situation irrégulière sur le territoire mais scolarisés sont passés par le séjour en centre de rétention administratif, puis l'assignation à domicile. Selon ce représentant d'Éducation sans frontières, cette dernière injonction est une nouveauté procédurale. Autrefois, ils étaient pris au CRA à Rochambeau et soit ils ressortaient, ce qui était le cas pour tous les jeunes scolarisés, soit ils étaient expulsés. Aujourd'hui, la préfecture a décidé de ne plus les retenir au CRA à Rochambeau, mais de les assigner à résidence. Et c'est une nouveauté pour nous. C'est censé leur donner plus de liberté, mais ça les contraint parce qu'ils doivent se présenter à la gendarmerie 2 fois par semaine alors qu'ils sont scolarisés. Joint par téléphone, le service communication de la préfecture réfute toute responsabilité de la préfecture dans cette procédure. Les assignations à domicile sont du ressort du juge des libertés. Ce dernier ne communiquera pas. Entre le respect d'une injonction légale et son éducation, pour Pascal, le choix est fait. Le mieux à faire, c'est de suivre mes cours. Parce que mon avenir en dépend, parce que l'avenir de mes parents en dépend aussi. La redoutable épreuve de philosophie ouvrira comme toujours le bal. Les épreuves écrites du baccalauréat démarrent demain pour les élèves en terminale sur le territoire. Jusqu'au 29 juin, ils seront plus de 3000, toutes filières confondues, à plancher sur les différentes matières au programme avec l'espoir de retrouver leur nom sur le tableau des admis début juillet. Ayodele Germa. Les épreuves du bac général et bac technologie débuteront demain à 8h par la philosophie. Cette année, l'Académie de Guyane compte 3306 inscrits au bac, soit 140 de plus que l'an dernier. Dans le détail, 1174 bac général, 1412 bac professionnels et 720 bac technologie.
Pour le premier groupe, les épreuves s'étaleront jusqu'au 29 juin. Les résultats seront dévoilés à partir du 3 juillet pour le bac général et technologique et à partir du 5 juillet pour le bac professionnel. À l'issue des épreuves l'an dernier, l'Académie de Guyane comptabilisait 87,8% de réussite au bac général, 80,9% au bac technologique et 67,7% au bac professionnel. On se réjouit également des 16 mentions très bien. Pour les candidats malchanceux, depuis la rentrée 2016, ils ont la possibilité de préparer de nouveau leur bac dans le même établissement l'an suivant, ainsi que de conserver leur note supérieure ou égale à 10. Dès juillet, ils devront donc contacter leur établissement, se présenter au lycée à la rentrée scolaire et prendre rendez-vous avec le proviseur. En octobre, ils devront planifier leur travail de révision avec leur professeur principal et retenter leur chance. Et bon courage à vous donc si vous devez passer la philosophie dès demain. Souvenez-vous, il avait exprimé sa colère devant l'Agence régionale de santé le 30 mai dernier. Frédéric Farine a porté plainte aujourd'hui auprès du procureur de la République pour non-assistance à personne en danger. Son fils, Yehudi, un athlète de 18 ans atteint d'autisme, diagnostiqué tardivement, s'est vu déscolarisé faute de structure d'accueil adaptée. Le père du jeune homme déplore un manque de suivi et craint une dégradation de l'état de santé de ce dernier. On l'écoute au micro de Jonathan Lariot. C'est une patate chaude. Alors évidemment, est-ce que ça dérange les autorités? Évidemment, le procureur n'est pas responsable du tout, aucunement, de la moindre façon de cette situation. Mais si vous voulez, dans ma plainte, c'est une plainte contre X, mais nommément je vise, le centre ressources de l'autisme qui dépend de l'hôpital de Cayenne, de ne pas avoir fait son travail. Ils n'ont jamais diagnostiqué mon fils, alors que je les ai contactés, ils l'ont jamais reçu, même les médecins l'ont jamais reçu, alors que je les ai contactés en septembre 2015 et qu'il y a une priorité à diagnostiquer une personne qui ne l'a jamais été. Donc la France a été condamnée parce qu'elle envoie ses autistes en Belgique et moi on me conseillerait d'envoyer mon fils à 8000 km parce qu'on ne peut rien faire en Guyane. C'est faux de dire qu'on ne peut rien faire. On ne prend pas le problème à bras le corps pour faire quelque chose. Et donc si vous voulez, je porte cette plainte pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui doivent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire les proches, mais que les véritables autorités, ce qu'on ne tente pas de colloques, de réunions Tupperware, etc., mais d'affichage, mais prennent les problèmes de fond à bras le corps. Parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas en Guyane qui a des parents dans une situation dramatique. Quand vous êtes convoqué en justice, c'est peut-être pas toujours très agréable, quoi. Et moi, je vais même voir si je ne vais pas demander une audition du ministère de la Santé, parce que c'est un problème d'État, à mon avis, la prise en charge des enfants autistes. Et on ne peut pas se dire, on est en Guyane, donc allez voir ailleurs si c'est mieux. C'est plus possible d'entendre ce discours. En bref, notez que la décision de la Cour d'appel de Bordeaux est tombée aujourd'hui. Les élections d'octobre dernier à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane sont bien annulées conformément au jugement en première instance. L'actuel président Philippe Alcide Clozel annonce un pourvoi en cassation. Et puis les élections de l'autre chambre consulaire sont également remises en cause, c'est-à-dire la Chambre de commerce. L'équipe perdante avait saisi la justice sur le déroulement du scrutin. L'affaire a été présentée devant la Cour d'appel de Bordeaux également. Aujourd'hui, le rapporteur public a demandé l'annulation de ces élections. La décision sera connue le 27 juin. Le second tour des législatives aura lieu samedi prochain. Il se jouera sur un double duel. Gabriel Serville face à Joël Prévost-Madère dans la première circonscription et Lénaïque Adam face à Deviriman dans la deuxième. Certains perdants commencent timidement à donner leur consigne de vote. Le candidat d'hiver gauche Michel Sabas n'a obtenu que 0,7% des suffrages, faute de financement pour sa campagne, explique-t-il. Il revient sur ses résultats et met en garde son électorat au micro de Charlotte Fleury. Cette campagne a permis d'exposer des avis très différents, un large panel de candidats. Et je crois que la population avait de quoi s'exprimer. Mais 75% d'abstention pour envoyer des représentants guyanais au niveau national, je n'ai pas d'explication et c'est fort dommageable en tout cas. Quel que soit le député élu, si au deuxième tour, nous ne retrouvons pas les 50%, je crains que leur assise, leur image en soit affectée. Même si au niveau national, il y a une forte abstention, ce n'est pas la même chose. Nous sommes un pays en devenir, nous sommes responsables. Nous devons être responsables pour notre terre, pour nos enfants et pour le futur. Aujourd'hui, j'appellerai à voter Joël Prévost-Madère sur la première circonscription. Et comme moi, je suis un homme de Guyane,
j'ai aussi des assises à Mana. J'appellerai à voter Davy Riemann dans la 2e circonscription. Je pense que nous aurons là un réel équilibre des forces en présence en Guyane et des députés qui seront à même de lier leurs forces, mais avec des approches et une analyse forcément différentes. Toujours dans la première circonscription, elle obtenait 2,34% des suffrages au coude à coude avec Dimitri Gouard. La candidate Walwari, Guyane Écologie et Nouvelle Force de Guyane, Lynn Létard, arrive ainsi à la 4e position avec plus de 1200 voix. Si elle déplore le fort taux d'abstention également, elle ne donne aucune consigne de vote pour le second tour. On l'écoute. Au premier abord, effectivement, les 2 premières heures, on a eu un peu de déception. Au niveau des résultats, mais beaucoup d'incompréhension, surtout au niveau du taux d'abstention relativement élevé. Il faut vraiment s'interroger sur l'appréhension que les gens ont aujourd'hui du vote. Il y a certains qui parlent de le rendre obligatoire. J'avoue que cette idée me paraît séduisante. Parce qu'il faut que les Guyanais et le peuple de manière générale, ici ou ailleurs, se rendent compte du pouvoir réel qu'est le droit de vote. Cette abstention peut s'expliquer aussi par les mouvements sociaux qui ont paralysé la Guyane récemment. Et au-delà d'une certaine déception par rapport aux élus qui étaient en irresponsabilité, comme j'aime à le dire. Alors aujourd'hui, il y a une incompréhension parce qu'on souhaite remettre, en tout cas sur la première circonscription, pratiquement les mêmes élus. Il paraît incohérent de demander à mes électeurs, aux électeurs qui ont porté leur suffrage en mon nom, d'aller voter pour l'un ou l'autre des candidats quand moi-même je me suis présentée contre ces 2 candidats au premier tour. Il faut montrer de la cohérence. Donc les électeurs doivent aller voter. En leur âme et conscience, ils choisiront. Ils sont assez grands et je n'ai pas pour habitude de donner des consignes de vote. J'estime que les gens sont assez grands pour choisir qui sera le plus apte dans cette immense majorité présidentielle à défendre au mieux les intérêts de la Guyane, même si je sais que ce sera extrêmement compliqué et difficile en l'état. Lynn Létard qui a obtenu bien sûr 10,40% des suffrages et non pas 2,34%. C'est finalement le groupe AJR qui sera propriétaire de France Antilles. La décision du tribunal de commerce est tombée ce matin. L'offre qui ne prévoyait pas de suppression de postes a donc été retenue. Un soulagement pour les salariés du groupe de presse après plusieurs mois de procédure. La réaction d'une journaliste déléguée syndicale au micro d'Alizé Lutran et Michelet François. Reprise totale de l'ensemble des salariés, à l'exception du poste de directeur général. Effectivement, nous journalistes, nous sommes assez satisfaits, même si on restera très vigilants quant à la mise en œuvre de cette nouvelle équipe. Mais effectivement, c'est l'offre qui, à notre sens, garantit l'emploi, ce qui est quand même une priorité. C'est-à-dire que tous les salariés de l'entreprise gardent leur emploi. Et pour nous journalistes, c'est aussi l'assurance, puisque plusieurs fois, l'offre d'AJR, par son représentant Philippe Labine, a cessé de répéter qu'il maintiendrait l'indépendance des rédactions, la liberté de la presse. On est soulagés en tout cas de savoir que l'activité va continuer, qu'on va continuer à travailler, qu'on va continuer à faire de l'information de proximité et de qualité. Et on l'espère en tout cas. Enfin, en tout cas, on espère continuer et travailler dans de meilleures conditions aussi. La Guyane, vue d'en haut, c'est l'expérience inoubliable vécue par une dizaine de jeunes en situation de handicap ce matin. Issus de l'Institut médico-éducatif départemental, ils ont survolé le territoire pendant 30 minutes à bord d'un petit avion de tourisme. Un baptême de l'air très attendu et qui s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique portant sur l'eau, l'air et la protection de l'environnement. Le tout financé par le Kiwanis Club de Cayenne. Charlotte Fleury. Après avoir survolé le territoire guyanais pendant près de 30 minutes, Édouard Lynn et Isaac sont de retour sur la terre ferme. Encore impressionnés par ce qu'ils viennent de vivre, ils racontent leur ressenti. C'était bizarre. Ça faisait un peu peur quand ça commence à décoder, monter, redescendre. Ça battait beaucoup. Depuis le mois de novembre, les jeunes en situation de handicap de l'Institut médico-éducatif départemental de Guyane travaillent sur un projet sur l'eau et l'air.
Objectif, les sensibiliser sur la protection de l'environnement. C'est pour finaliser ce projet que ces jeunes, âgés de 12 à 16 ans, ont eu la chance de réaliser un baptême de l'air à bord d'un petit avion de tourisme. Nous avons voulu leur faire ce projet de baptême de l'air pour qu'ils voient un petit peu, parce que nous avons abordé avec eux les cours d'eau, les différents cours d'eau. Donc ils voient d'en haut, vu du ciel, ce que nous avons vu avec eux. Voilà, donc c'était aussi l'occasion qu'ils prennent pour l'avion, pour certains. C'est un peu la finalité de ce projet, parce qu'on a aussi visité l'usine de l'eau potable, l'usine des eaux usées, on est à Loch Ness, enfin voilà, on a fait plusieurs actions autour pour que ça soit bien concret pour eux, parce que c'est vrai qu'avec la déficience, il faut allier la théorie à la pratique et le concret surtout. Je pense qu'ils ont beaucoup appris en tout cas, ils ont aimé, ils ont été très participatifs, et c'est vrai qu'ils en sortent plus enrichis en tout cas. Ce projet a été sponsorisé par le club Kiwanis de Guyane, qui fête cette année ses 37 ans. Une opération qui correspond bien à sa devise, servir les enfants du monde. L'objectif de ce projet, c'est de permettre à des enfants qui n'ont jamais pris l'avion de prendre l'avion pour la première fois et de leur permettre aussi en vol de découvrir la richesse de la végétation et les cours d'eau de la Guyane. Nous avons monté le projet qui est en train de se finaliser parce qu'il y a eu un premier groupe il y a déjà 2 mois, mais avec tous les mouvements sociaux, ça a un petit peu été retardé, et également les intempéries. Donc là, nous arrivons à la finalisation du projet. Un premier partenariat entre l'IMED et le club Kiwanis qui semble bien fonctionner. En Guadeloupe, partons à la découverte de ces jeunes en insertion professionnelle. Ils fabriquent du mobilier en bois après avoir été formés. Aux côtés de ces travailleurs, c'est l'association La Passerelle, leur employeur, qui les accompagne au quotidien. C'est leur première expérience professionnelle. Linda Kayarsi les a rencontrés. Bienvenue à La Passerelle. C'est l'atelier que nous fabriquons nos meubles en palette, que je vous invite tout à l'heure à faire un tour pour voir mes collègues en train de travailler à l'arrière, pour que vous voyez un peu ce qu'on fait depuis le ministre que je suis passé, où est-ce que je travaille, comment je confectionne les meubles et tout, comme ça. Alors là, je vous invite à faire un tour avec moi. Ici, ils sont une dizaine à concevoir du mobilier en bois sur mesure pour particuliers et professionnels. On fonctionne en mode d'entreprise, vous voyez. On essaie de créer, celui-là il fabrique, celui-là coupe, celui-là il classe les palettes, on fait une chaîne quoi, pour que ça puisse faire un peu, pas comme une association, mais comme une petite entreprise. Chaque pièce est unique, originale, mais aussi l'expression de la personnalité de chacun. C'est parti d'une commande, je suis en train de fabriquer une petite table basse avec plusieurs motifs différents en fait. Donc, normalement on travaille avec des plans, mais aujourd'hui je travaille à mon inspiration comme on dit. Avec une base technique de qualité. À respecter les mesures, à faire des épires, à partir des épires, ce qui représente le meuble en réalité, en schéma réel. On travaille au schéma naturel réel. Donc à partir de là, il relève les dimensions sur les épires et après, il prépare les pièces et les assemble. 3 fois par mois, l'atelier bénéficie de livraison de palettes. En un mois, plus de 300 sont recyclés en ameublement. C'est vraiment utile, ça nous permet de retirer les palettes très facilement. Et après, lorsqu'on retire les palettes, il faut qu'on retire les clous. Parce que comme nous, on essaie de faire un travail très propre, on retire tous les clous qui sont dedans pour qu'on puisse pouvoir poncer la palette correctement et ne pas avoir de soucis au niveau du ponçage. Aujourd'hui, aux côtés de tous ces jeunes travailleurs, l'association La Passerelle valorise un savoir-faire désormais maîtrisé. Je tiens à le préciser, ce ne sont pas des stagiaires, ils sont salariés. La Passerelle est leur employeur. Et dans leur parcours d'insertion, effectivement, il est prévu qu'ils soient formés. Ils doivent intégrer une formation à partir du mois de septembre. Ces jeunes, pour la plupart, c'est leur premier emploi. Ils n'avaient pas d'expérience professionnelle. Donc, pour 2 tiers d'entre eux, c'est vraiment leur première expérience professionnelle. Je tiens à préciser qu'ils n'avaient jamais fait de menuiserie auparavant. Certains ont une formation soit dans la maçonnerie, d'autres n'ont pas de titre professionnel, voire n'ont pas de diplôme du tout. Et vraiment, ce sont des parcours vraiment atypiques. Objectif à terme, poursuivre le développement de leur activité, mais surtout démontrer leur engagement et leur implication dans chacune de ces pièces. Avec La Passerelle, c'est tout et c'est du beau travail. On est des œuvres d'art, comme vous voyez. Et merci à Mme Griffard, M. Philippe, M. Louis et le lycée de la Montagne. Merci à vous tous. Venez très nombreux, c'est le développement du rap qui est là. Surtout le lycée pour leur accueil. Merci de leur accueil.
Retour chez nous pour finir avec nos Yana Doko qui se préparent en stage fermé depuis ce matin pour les grands rendez-vous à venir. Ils sont attendus dans 9 jours en Martinique pour la phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe avant de s'envoler pour les États-Unis et la Gold Cup. Hier, la journée a été plutôt light pour la sélection, l'occasion notamment de réaliser le cliché officiel de l'équipe presque au complet. Notez que le match amical prévu contre la Barbade demain est reporté à samedi, l'équipe n'ayant pas pu faire le déplacement vers la Guyane en temps et en heure. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité à retenir ce soir. Une quinzaine de manifestants étaient rassemblés à l'entrée de la préfecture ce matin à l'appel du STEG UTG pour faire plier l'administration afin de permettre aux étudiants en situation irrégulière de passer leurs examens de fin d'année. Retour aux urnes samedi 17 juin pour les Guyanais dans le deuxième tour des élections législatives. 4 candidats sur la ligne de départ pour 2 postes de députés. Aujourd'hui, Michel Sabass et Lynn Nettard ont accepté de réagir suite au scrutin. Et puis, vous avez pu le voir, ce baptême de l'air de quelques élèves de l'Institut médico-éducatif départemental. Ils ont survolé la Guyane à bord d'un petit avion ce matin. 30 minutes de découverte à couper le souffle qu'ils ne sauront oublier. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1. Ce sera bien sûr juste après la météo. Très bonne soirée à vous.